On a tous déjà ressenti ce truc, cette fameuse vibration fantôme dans la poche, ou bien cette urgence presque physique, incontrôlable, de déverrouiller un écran noir juste pour vérifier. Ouais, sans même savoir ce qu'on cherche en fait. C'est exactement ça. Et c'est un réflexe qui a l'air super anodin, mais qui cache une mécanique vraiment redoutable. Aujourd'hui, on replonge au cœur de cette mécanique. Notre mission pour cette nouvelle exploration, c'est de continuer à décortiquer les concepts du minimalisme digital. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un élément super précis de cette philosophie. On va essayer de comprendre pourquoi notre relation avec les écrans est devenue une telle source d'épuisement. Et surtout, on va décoder les rouages psychologiques derrière un geste qui est devenu tellement automatique qu'on n'y pense même plus. Le fameux bouton « j'aime ». C'est une démarche absolument cruciale pour comprendre notre époque, tu sais. Et je pense qu'il faut poser un cadre clair dès le départ. La technologie moderne, l'Internet à haut débit, les smartphones, ce sont des outils aux capacités extraordinaires. Ah oui, l'idée ici, c'est pas du tout de faire un discours anti-technologie, hein. Non, pas du tout. Ni de prôner un retour romantique et complètement irréaliste à une époque sans écran. Le nœud du problème se situe ailleurs. C'est que ces outils ont, par un mélange d'accidents de conception et d'ingénierie extrêmement intentionnelle, ils ont littéralement colonisé notre ressource la plus précieuse. Notre attention. Exactement. Et tout l'objectif de cette approche, c'est d'apprendre à utiliser ces outils puissants de manière délibérée, de reprendre le contrôle de nos impulsions en fait. Ok, décortiquons tout ça. Parce que pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, faut pas juste regarder le téléphone lui-même. Faut remonter à l'origine d'un simple petit bouton. Un morceau de code qui a littéralement modifié la trajectoire d'Internet. Ce qui est fascinant ici, c'est que la création du bouton j'aime n'est pas née d'une volonté machiavélique de rendre l'humanité accro. Pas du tout. À l'origine, quand des services pionniers comme Friendfeed l'ont introduit en 2007, le but était purement logistique. Logistique, c'est-à-dire? Il s'agissait de nettoyer l'interface visuelle. Imagine les tout premiers fils d'actualité. Quelqu'un posta un truc et en dessous, tu avais 50 commentaires identiques qui disaient juste « super »,« cool » ou « j'adore ». Ah oui, ça devait être illisible en fait. C'est ça. Le bouton devait simplement être un raccourci pour désencombrer l'écran. Sauf que lorsque les grandes plateformes ont adopté ça massivement en 2009, la nature même de ces réseaux a muté. On est passé d'un truc passif à un truc hyper actif, quoi. Exactement. On est passé de plateformes où l'on consultait les nouvelles un peu comme on lit en journal, à des arènes hautement réactives. Et c'est là que la psychologie entre en scène avec fracas. Parce qu'on parle plus du tout de design d'interface, là. On parle de neurobiologie pure et dure. L'idée que ce bouton a transformé nos téléphones en machines à sous, c'est pas qu'une métaphore poétique, c'est une réalité clinique. Oui, le concept clé à comprendre, c'est ce que les chercheurs appellent l'erreur de prédiction de la récompense. C'est le moteur du renforcement positif intermittent. Et pour comprendre ça, il faut remonter aux années 70 avec les expériences du psychologue Michael Zeiler sur des pigeons. Ah, les fameux pigeons de Zeiler. J'adore cette histoire. Elle est incroyable. Il a découvert une faille dans le système de la récompense. Si un pigeon appuie sur un bouton et reçoit toujours une graine, il va appuyer quand il a faim puis s'arrête. Logique. Son besoin est rempli. Voilà, sa dopamine, qui est la molécule de la motivation, reste complètement stable. Mais si la récompense devient imprévisible, Genre, parfois il a rien, parfois il a un festin. c'est ça. Parfois une graine, parfois rien, parfois une poignée entière. Et là, le système neurologique du pigeon s'emballe complètement. La dopamine explose, non pas au moment de la récompense, mais pendant l'anticipation. Le cerveau devient obsédé par l'incertitude, en fait. Exactement. Il apprend à désirer le tirage au sort bien plus que le lot lui-même. Donc, si on transpose ça à nous, quand on publie une photo ou un statut en ligne, on tire littéralement le levier d'une machine à sous numérique. On dépose notre mise, notre image sociale, et on attend que les rouleaux virtuels tournent. Oui, on se demande si la tribu va valider. C'est ça. On revient vérifier un cœur. On rafraîchit. Rien pendant 10 minutes. On rafraîchit encore, et paf, 3 pouces en l'air d'un coup. Le cerveau baigne dans cette imprévisibilité constante. Et l'industrie de l'attention a parfaitement assimilé cette mécanique. Les algorithmes sont conçus pour optimiser ça. Parfois, ils vont même différer tes notifications pour te les livrer en grappe, histoire de maximiser ce choc dopaminergique. C'est machiavélique quand on y pense. Mais la gravité de la situation ne vient pas seulement de la dopamine. Faut superposer cette mécanique avec l'évolution de notre cerveau paléolithique.
Ah oui, parce que pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, l'approbation du groupe, c'était pas juste une question d'ego, c'était vital. Vital, oui. Être ignoré ou rejeté par la tribu, ça signifiait l'isolement face aux prédateurs et la mort assurée. Donc le silence numérique, le fait de faire un flop sur un post, c'est pas perçu par notre cerveau comme un simple manque de politesse. C'est interprété comme un signal d'alarme vital. Le cerveau reptilien hurle au danger grave. Ce qui explique cette anxiété sourde, cette tension permanente que beaucoup ressentent. La puissance de cette boucle est telle que même des ingénieurs qui ont créé ces outils en ont peur. Attends, vraiment? Les créateurs eux-mêmes? Ouais, Leah Pearlman, par exemple. Elle a été au cœur de la création de ces mécanismes d'approbation chez Facebook. Et ben, elle a fini par s'en éloigner radicalement. Elle a dû engager quelqu'un pour gérer ses propres profils sociaux. Non mais c'est fou. Elle payait quelqu'un pour la protéger de son propre algorithme. Exactement. Elle se rendait compte que son cerveau était incapable de résister à la manipulation de ses besoins sociaux fondamentaux. Elle cherchait un seuil de satiété qui n'existait pas. Ça donne le vertige d'entendre ça. Mais du coup, on arrive face à une contradiction énorme. Si ces plateformes stimulent autant nos besoins sociaux et nous maintiennent hyper connectés avec des centaines de personnes, pourquoi le résultat final, c'est un sentiment généralisé de vide et de solitude? La réponse se trouve dans le concept de déplacement. C'est mis en lumière par les recherches de Holly Shakia et Nicolas Christakis. Ils ont mesuré la corrélation entre la santé mentale et l'utilisation des réseaux sociaux. Et les résultats sont pas fameux, j'imagine. Les résultats démontrent que l'interaction numérique intense est systématiquement associée à une baisse du bien-être. Mais attention, le mécanisme en cause n'est pas une sorte de toxicité mystérieuse de l'écran. C'est quoi alors? C'est un jeu à somme nulle. Le temps est une ressource finie. Les heures passées à interagir de manière très superficielle en ligne, elles évincent mécaniquement le temps qui était consacré aux interactions dans le monde physique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut comprendre pourquoi le cerveau fait une telle différence entre un échange en ligne et un échange physique. Tout à fait. Et l'explication réside dans la théorie de l'information. Un j'aime, sur le plan structurel, ça n'apporte au récepteur qu'un seul bit de données. Du binaire strict, 0 ou 1, j'aime ou j'aime pas. C'est la forme de communication la plus pauvre possible. Oui, et ça entre en collision frontale avec la nature de l'ordinateur social surpuissant qu'est l'être humain. Nos réseaux neuronaux dédiés à la sociabilité, ils sont conçus pour traiter un torrent de données complexes et continues. C'est un peu comme essayer de regarder un film en résolution 4K, mais avec... Avec une connexion Internet par modem des années 90. Exactement. L'image se fige, ça saccade, ça plante. Notre cerveau s'attend à recevoir des gigaoctets d'informations analogiques quand il interagit avec quelqu'un. En face à face, on analyse 1 milliard de choses sans s'en rendre compte. La dilatation des pupilles, les micro-expressions faciales, le rythme respiratoire. L'inflexion de la voix, la posture des épaules, c'est tout ça qui permet de décoder une émotion complexe, l'ironie, l'empathie. Quand on remplace toute cette richesse par un clic sur un pouce bleu, le téléchargement social échoue complètement. Le cerveau reste sur sa faim, en fait. Ces vastes réseaux de traitement social tournent à vide. Et l'ironie la plus cruelle de ce modèle économique, elle est là. C'est-à-dire? Parce que ce bavardage à très faible bande passante laisse l'individu profondément insatisfait. Son réflexe naturel, c'est de consommer encore plus de ce contenu médiocre. Ah oui. On scrolle plus vite, on clique plus, en espérant que la quantité remplacera la qualité. Mais on essaie de nourrir un besoin vital avec de la poussière. Ça ne peut pas marcher. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Si notre neurologie rejette ces miettes numériques, on fait quoi? L'approche proposée ici est d'une radicalité assez rafraîchissante, je trouve. Oui. La première étape consiste tout simplement à arrêter complètement de cliquer sur «j'aime» et d'arrêter de laisser des petits commentaires faciles du genre «bravo» ou «super». Carrément. C'est un peu le sevrage brutal, là. Cela soulève une question importante sur la façon dont on classe nos relations. Tu sais, la chercheuse Sherry Turkle a théorisé cette tendance hyper dangereuse qu'elle nomme la fuite devant la conversation. Ok. Et c'est quoi le modèle de remplacement alors? C'est ce qu'on appelle la communication métaconversationnelle. C'est un principe très clair qui sépare impitoyablement la connexion de la conversation. La conversation, c'est l'échange vocal, la vidéo en direct, ou mieux, le face-à-face. C'est la seule vraie forme d'interaction humaine capable de maintenir une relation. D'accord. Mais la connexion numérique dans tout ça, on en fait quoi? On jette tout? Non, elle est reléguée à un rôle de simple support logistique. Les SMS, les emails, ça ne doit servir qu'à une seule chose: organiser la vraie conversation ou transmettre une info factuelle.
Genre, je suis en retard de 10 minutes ou on se voit jeudi au café. Élégant sur le papier, mais pour quiconque nous écoute en ce moment, ça semble complètement irréaliste. Pourquoi tu dis ça? Refuser d'interagir sur ces applis aujourd'hui, c'est se couper du groupe WhatsApp de la famille avec les photos du petit dernier, c'est rater les invitations aux soirées sur Facebook, la friction pour céder les nuls, ces applis sont dans notre poche en permanence. Comment on fait pour pas devenir un ermite social? C'est l'obstacle fondamental, et c'est pour ça que la force de la volonté seule, c'est une stratégie vouée à l'échec face à des outils conçus pour pirater notre cortex. La réponse pratique ne consiste pas à devenir un paria numérique. Ouf, tu me rassures. Il faut modifier l'architecture de l'accès. La tactique décisive, elle est matérielle. Il faut éradiquer ces plateformes de son smartphone. On supprime les applis du téléphone, tout simplement. Tout simplement, oui. Si on regarde les chiffres, en 2017, 88% des revenus publicitaires de Facebook provenaient exclusivement du mobile. L'ubiquité, c'est leur modèle d'affaires. Ils ont besoin qu'on les ait dans la poche. Précisément, avant les smartphones, aller sur un réseau social demandait une intention. Il fallait s'asseoir, allumer l'ordinateur, attendre. C'était une activité circonscrite. C'est vrai que le smartphone a transformé chaque seconde de flottement en espace publicitaire. La file d'attente, l'arrêt de bus, les toilettes même. Comment via un ordinateur, on ne détruit pas son réseau social. On réintroduit juste une friction salvatrice. On brise la compulsivité. On passe d'un tic nerveux à une décision réfléchie, quoi. Si je veux voir les photos de mon neveu, je peux, mais je dois allumer le PC le soir, regarder consciemment pendant 10 minutes et refermer la machine. C'est exactement l'idée. Mais ça nous amène face au mur de la réalité psychologique. Pour beaucoup de gens, l'idée de laisser le téléphone loin ou de supprimer ses applis, ça crée une panique. Et si on coupe cet approvisionnement soudainement, on se retrouve projeté face à un vide monumental. Le silence total. Et l'ennui, oui. La rechute est d'ailleurs garantie si ce vide n'est pas anticipé. Une simple détox basée sur la privation, ça s'effondre toujours parce que la nature a horreur du vide. Alors, comment on remplit ce vide sans rechuter? Manuel ou intellectuel. Je crois que l'auteur Gary Rogowski aborde ça dans son livre sur l'artisanat, non? Tout à fait. Il rappelle une vérité anthropologique de base. La manipulation de notre environnement physique a modelé l'évolution de notre espèce. Nos mains sont intimement liées à notre cognition. Historiquement, on appruvait à réfléchir en manipulant des matériaux, c'est ça? Prendre des outils, réparer un truc cassé, jardiner, construire un meuble, ça exige une concentration ininterrompue et ça génère une boucle de rétroaction directe avec le monde réel. Si tu scies une planche de travers, la matière te le signale immédiatement. Exactement. Contrairement au monde numérique qui est lisse et sans friction, le monde physique offre une résistance. Et la maîtrise de ces compétences dans le monde physique, ça nourrit notre estime de nous d'une manière que des milliers de likes virtuels ne pourront jamais égaler. Et il y a un paradoxe super marrant qui émerge de ça. On pourrait croire qu'il s'agit de fuir totalement la technologie, mais c'est tout l'inverse. Comment ça? On se met à utiliser la technologie pour échapper à l'emprise de la technologie, genre utiliser YouTube non pas pour scroller passivement pendant des heures, mais avec une mission précise. Je dois réparer le ventilateur de ma salle de bain, je cherche le tutoriel, j'apprends le geste, puis je ferme l'écran pour aller utiliser mes mains. Cette nuance est la clé de voûte de toute la démarche. La technologie retrouve sa fonction primordiale, celle d'un outil de soutien. Elle facilite la résolution d'un problème ancré dans le réel. Elle n'est plus la destination finale. Exactement, elle redevient un instrument au service de notre autonomie. On cesse d'être le consommateur passif pour redevenir un producteur actif dans son propre environnement. Et c'est ça qui est beau. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le tableau se clarifie vraiment. Le minimalisme digital, c'est pas un rejet de la modernité. C'est utiliser les innovations pour soutenir exclusivement ce qui compte pour nous. Et tout le reste, le bruit de fond, le besoin artificiel de valider l'existence des autres, on peut l'ignorer joyeusement, sans aucune culpabilité. Et quand on intègre vraiment ça, ça mène à une réflexion finale assez vertigineuse. Imagine un instant si cette philosophie dépassait le stade individuel pour devenir une norme collective. Tu penses à quoi? Si tous ceux qui nous écoutent décidaient demain de limiter les réseaux sociaux à 40 minutes par semaine, uniquement sur un ordinateur de bureau et juste pour organiser des rencontres physiques. L'empire colossal de l'économie de l'attention s'effondrerait instantanément. Ah oui, leur modèle financier basé sur la rétention continue ne survivrait pas une semaine. C'est ça qui est dingue. Le modèle économique de ces géants ne repose pas sur la qualité de leurs services. Il est entièrement suspendu à notre incapacité psychologique à lâcher prise. Il capitalise sur notre besoin d'approbation.
C'est une vraie prise d'otage de l'attention. Totalement. Reprendre le contrôle en refusant d'être la mule qui tracte ce système brisé. Refuser de cliquer sur ce bouton j'aime, c'est pas seulement un choix de vie personnel, c'est littéralement menacer leur existence. C'est un acte de rébellion très silencieux, mais incroyablement puissant. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.